2 chaudes nuits d'août, en 1969, une série de meurtres brutaux à Los Angeles a choqué le monde et brisé l'innocence d'une époque. Et au centre de tout était Charles Manson, un ancien détenu devenu chef de secte qui avait envoyé un groupe d'adeptes dévoués pour faire son sale boulot. Et au moment où tout le sang était fini, cette personne était morte et la sauvagerie des crimes de la famille Manson, couplée à leurs éléments rituels étranges, et bien sûr le cas, s'insérerait dans le cœur et l'esprit de ceux qui l'ont entendu, et plus d'un demi-siècle plus tard, les meurtres de la famille Manson restent une pierre de touche culturelle. Ils ont marqué dans de nombreux yeux le moment où les années 1960 sont mortes. Mettre un terme brutal au caractère de paix et d'amour de la décennie. Et l'idée qu'un groupe itinérant de hippies pourrait devenir un instrument dans une violence de type apocalyptique a frappé de profondes cordes de peur. Et même aujourd'hui, des nouvelles de Manson ou de ses partisans, des audiences de libération conditionnelles aux rumeurs retiennent toujours l'attention. Donc c'est durable. La signification culturelle et psychologique soulève la question: pourquoi parlons-nous toujours des cultes du complot criminel de Charles Manson, tueur en série et meurtre? Toutes les choses que j'aime consommer, et je sais que toi aussi, tu es malade, tordu, monstre intellectuellement beau d'esprit. Et aujourd'hui, j'ai un petit copain. Puisque nous parlons d'un petit homme minuscule, un petit homme diabolique, j'ai amené avec moi un autre petit homme. Mais il n'est pas méchant. Il est si gentil bébé. C'est un bébé adorable. Et c'est mon vrai copain du crime. Et pour ceux d'entre vous qui écoutent juste, je tiens Rupert mon petit teckel devant la caméra. Tellement prêt à parler du culte de Charles Manson, alors faisons-le bien. Alors sans plus tarder, débouclons nos ceintures de sécurité. Allez vous moquer de 5 sur l'autoroute. Claquez sur les freins et percez ce pare-brise dans l'un des cultes les plus infâmes. Ensemble, donc Charles Manson n'est pas né pour être un chef de secte, croyez-le ou non, mais il a été façonné par une vie de chaos et de rejet. Comme la plupart des chefs de secte, il est né le 12 novembre, 1934 Scorpion. À une mère de 16 ans à Cincinnati, Ohio, et Manson entreraient dans le monde non désiré et sans nom. Haï et son certificat de naissance le listeraient simplement comme Manson, et sa mère, Kathleen Maddox, était un adolescent troublé qui buvait beaucoup et passait du temps en prison pour vol. Quand Charles n'était qu'un petit garçon, donc pas un bon début, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Pour que le jeune Charles soit transmis entre parents et tuteurs, et à un moment donné en 1939, après l'incarcération de sa mère, il a été envoyé vivre avec une tante et un oncle dans la campagne de Virginie occidentale, bien que Kathleen ait été brièvement libérée sur parole quand il avait 7 ans. Et elle a été réunie avec lui, mais cette stabilité n'a pas duré. Manson décrira plus tard cette période de sa vie, le plus heureux qu'il ait jamais été. Mais bientôt, sa mère reviendrait à ses vieilles habitudes de négligence et de petite criminalité, et Charles se sentirait malheureusement à nouveau abandonné. Donc, à 9 ans, Manson a commencé à présenter un comportement inquiétant. Et par dérangé, je veux dire cette merde folle, parce qu'à 9 ans, il mettrait le feu à son école, préfigurant juste un modèle de crime à venir. Et avec une enfance juste entachée de négligence, éphémère et abus, il est devenu une partie du système de justice pour mineurs assez tôt. Donc, à 13 ans, Manson serait envoyé à l'école Gibault pour garçons, une école de réforme stricte, où les coups et les punitions sévères étaient monnaie courante. Et comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a pas fait grand-chose pour le réhabiliter.
Si quoi que ce soit, ça l'a endurci encore plus. Différents moments. Et un psychologue qui a évalué un adolescent Manson a noté son citation sans citation. Il était agressivement antisocial et il avait un complexe de persécution, attribué ses traits à une vie de famille défavorable, si ça peut être appelé famille du tout, en d'autres termes. Charles Manson vient de grandir en se sentant indésirable et mal aimé et apprendre très tôt que la violence et la tromperie pourraient servir d'outil de survie dans un monde très hostile. Donc l'enfance de Manson. Et les premières années adultes étaient une porte tournante des établissements correctionnels. Parce que s'il ne fuyait pas une école de réforme, il commettait de nouvelles infractions qui l'ont conduit dans des salles pour mineurs. Et finalement, prison fédérale. Et à l'âge de 17 ans, après s'être échappé d'un établissement à sécurité minimale, Manson serait surpris au volant d'une voiture volée à travers les frontières de l'État. Je ne connais pas grand-chose au droit. Mais je pense que c'est illégal. Et c'était un crime fédéral. En fait, et c'est à ce moment-là qu'il commencerait son premier séjour en prison. Et au cours des 15 prochaines années, il serait incarcéré pour un certain nombre d'infractions, y compris, mais sans s'y limiter, vol de voiture, vol à main armée, fraude par chèque de proxénétisme et autres. Donc, au moment où il a atteint la trentaine, Manson avait passé plus de la moitié de sa vie derrière les barreaux. Et pour quelqu'un qui n'était pas désiré et pas aimé, et n'avait vraiment pas sa place dans le monde, la prison est en quelque sorte devenue sa maison. En fait, quand il devait être libéré de la prison de Terminal Island, en mars 1967, Manson a supplié de ne pas être laissé sortir. Et nous savons réellement que cela, c'est une chose qui arrive aux prisonniers qu'ils passent tellement de temps en prison. C'est le seul endroit qu'ils connaissent. C'est donc le seul endroit où ils sont à l'aise. Et ils ont vraiment du mal avec la vraie vie. Et parfois, ils prennent même leur vie. Mais souvent, ils retombent dans le crime, juste pour finir au même endroit qu'ils étaient déjà. Mais il y en a qui sont réhabilités et peuvent entrer dans la société. Mais ce n'est pas aussi courant que vous aimeriez le penser. Après avoir demandé l'autorisation de rester incarcéré, mais bien sûr, cette demande a été refusée. Et à 32 ans, Manson a été repoussé dans la société pendant l'été de l'amour. Et c'était une période à la fin des années 1960. Et c'était une époque de bouleversement culturel radical. Surtout, en Californie encore pour Manson. Le monde en dehors de la prison était juste accablant et déroutant pour que Manson sorte de prison et il dériverait lentement vers le quartier hippie de San Francisco, de Haight-Ashbury. Lors de la libération initiale de Manson, effectivement signalé à une clinique de transition du yacht, dirigée par des chercheurs qui étudient les effets du LSD sur la culture des jeunes. Inscrivez-moi, je plaisante. Je suis tellement je suis. Je plaisante, et je plaisante vraiment, parce qu'il a été secrètement financé par des agences comme la CIA. Faites-moi savoir si vous voulez que je plonge dans la CIA et MK Ultra, et tous ces trucs amusants, parce que c'est. Et j'adorerais le couvrir. Alors faites-moi savoir ci-dessous, si vous voulez que je fasse ça. Si tu veux que je couvre ça, mettez l'emoji extraterrestre dans les commentaires. Mais de toute façon, dans Yacht, Manson s'est retrouvé dans l'épicentre de l'amour libre. Drogue psychédélique et politique anti-établissement avec l'expérimentation spirituelle. Donc c'était juste un parfait terreau fertile pour quelqu'un avec ses compétences particulières. Et cet ensemble de compétences, c'était la manipulation, alors Manson. J'ai rapidement appris à tirer parti de cette sous-culture hippie, en adoptant son look et son jargon avec ses cheveux longs.
barbe ébouriffée et yeux intenses. Ce sont des yeux incroyablement intenses. Je sais qu'il est comme si c'était terrifiant. Il est comme petit monstre bizarre. Et certains ont dit qu'il ressemblait même à Jésus-Christ. Ce qui est un peu blasphématoire, mais d'accord. Et comme Vincent Bugliosi, le procureur qui a jugé Manson a observé, beaucoup d'escrocs et de criminels avaient commis des crimes pires. Citation. Sans citation. Alors pourquoi parlons-nous toujours de Charles Manson? Mais Pelosi dirait que la citation de Manson avait une aura. 1/1000 de 1% des gens ont un charisme quasi mystique qui a attiré les gens. Et je ne sais pas exactement de quoi les gens parlent, parce que tu l'entends parler comme dans les interviews et tout. Et c'est juste un nonsense. Tu sais, mais je suppose que la plupart des gens étaient sous drogue et tout. Donc ça pourrait avoir du sens, je suppose. Mais de toute façon, derrière les barreaux, Manson avait étudié le comportement humain et les idées extrêmes, et il étudierait en fait celui de Dale Carnegie. Comment gagner des amis et influencer les gens? Apprendre des tactiques pour charmer et manipuler les autres. Et les archives de la prison montrent qu'il a réellement exploré la scientologie et il absorberait les concepts de groupes occultes comme Process, Église du jugement dernier, dont la prophétie de réconciliation entre Satan et Jésus-Christ. À la fin du monde l'a beaucoup intrigué et Manson a été profondément impressionné par la littérature, notamment Robert A. Heinlein, spécifiquement un roman de science-fiction qui a été nommé Étranger dans Strangeland, qui met en scène une figure charismatique qui a fondé un mouvement spirituel de femmes partagées et de vie communautaire. Donc, cette combinaison de scientologie d'auto-assistance, la science-fiction et la religion apocalyptique ont mélangé l'esprit de Manson, et donc il a commencé à élaborer ses propres philosophies personnelles, et peut être que l'influence la plus significative sur Manson était la musique, et il se croyait en fait un auteur-compositeur-interprète en herbe, et la musique est devenue à la fois sa passion et son outil d'évangélisation, parce qu'en prison, il a appris la guitare d'un braqueur de banque chevronné. Il ne ferait que cultiver ses rêves de célébrité pop, et après sa sortie, il parlait constamment des Beatles, dont l'album blanc de 1968, il croyait contenir des messages cachés qui étaient destinés uniquement à lui. C'est là que les fous commencent à brasser. La chanson Helter Skelter en particulier a pris une signification prophétique dans l'esprit de Manson, et les ambitions musicales de Manson n'étaient pas entièrement délirantes, parce que par une rencontre fortuite, il s'est lié d'amitié avec Dennis Wilson des Beach Boys en 1968. Tu sais que je capte une bonne vibration. Il capte une bonne vibration. J'aime que les Beach Boys ne me jugent pas. Et Wilson était en fait assez charmé par Manson et son entourage de libres aimait les filles qu'il les a laissées s'écraser dans son manoir pendant un moment. Comme je veux juste savoir exactement ce qu'il dit à ces gens, parce que c'est faux. Les Beach Boys ont même enregistré une des chansons de Manson et l'ont sortie. Malheureusement pour Manson, il n'a pas été crédité. Mais c'était une face B d'un single en 1968 et ça s'appelait Cesser d'exister. Et puis, rebaptisé Ne jamais apprendre à ne pas aimer, donc Manson verrait cela comme le début. Et par l'intermédiaire de Dennis Wilson, il a rencontré un producteur de musique, Terry Milcher. Et il nourrirait l'espoir de conclure un contrat record. Mais quand ces espoirs se sont effondrés, c'était un coup dur pour Manson. Et rejet par l'industrie de la musique, deviendrait bientôt l'un des nombreux ressentiments conduisant ses fantasmes sombres. Le gars a une rancune alors, pour comprendre comment Manson pourrait attirer des adeptes
et les convaincre d'idées folles, il faut comprendre le climat des années 1960. L'époque était mûre avec la formation de cultes, comme nous le savons si vous regardez cette chaîne. Parce que les jeunes se rebellaient contre l'autorité dominante, rejetaient la religion traditionnelle et la société carrée en faveur de l'exploration spirituelle, drogue, psychédélique et vie communautaire. La vie hippie de l'esprit libre, tu sais, à San Francisco de 1967 à 1968 était le cœur de cette contre-culture. C'était juste un endroit où les fugueurs, décrocheurs et demandeurs ont convergé, tous désirant juste une connexion dans des familles alternatives, et dans la scène est entré Charles Manson, un homme qui n'a nulle part où aller, rien à perdre, armé de la ruse d'un criminel de carrière et du bavardage d'un gourou amateur. Et il se contenterait de se présenter comme cette figure de prophète gourou, emprunté généreusement au symbole de la décennie, et comme l'a observé un spécialiste de la culture, Manson citation, sans citation, a pris tous ces signes de musique LSD, amour, gratuit mode de vie communautaire, et les a recadrés comme des outils de meurtre de masse apocalyptique, totalement bizarres, totalement diaboliques et très séduisants. Oh, et ironiquement, pendant que Manson s'appropriait l'image hippie, il n'a jamais été un vrai croyant en la paix et l'amour, et il se présenterait simplement comme ce genre de messie. Un messie d'amour, mais sous cette façade, il a nourri la haine envers la société et envers les minorités raciales, et vers l'établissement, comme cet oncle à Thanksgiving que personne n'aime, toujours, à une époque où tant de gens avaient désespérément besoin de sens et d'appartenance, le mélange de Manson de vibrations extérieures d'enfants fleurs et le message intérieur apocalyptique a touché une corde sensible chez les gens. Et c'était l'ère des manifestations contre la guerre du Vietnam, conflit racial et assassinat politique. Donc le chaos et l'incertitude étaient juste remplis dans l'air, et aux âmes qui dérivent à travers le hate ou Los Angeles, sa certitude et son charisme étaient juste magnétiques. Donc avant longtemps, Charles Manson s'était rassemblé autour de lui. Un cercle d'adeptes très dévoués, qui deviendrait connu sous le nom de famille Manson. Donc la famille Manson ne s'est pas formée du jour au lendemain. Et il a grandi progressivement alors qu'il parcourait la Californie de 1967 à 1968, juste ramasser les jeunes. Et apparemment, sans voix, en cours de route, et ses premiers recrues seraient des jeunes femmes vulnérables classiques. Truc classique de chef de culte, qui a trouvé à Manson l'acceptation et l'attention dont ils avaient désespérément besoin, et comme le rappelle l'ancienne membre de la famille Diane Lake, citation, non citée. Ils ont tous instantanément adoré Bomb. C'était tellement épanouissant émotionnellement de se sentir si aimé et accepté. Et Lake n'avait que 14 ans au moment où elle a rencontré Manson. Elle était une enfant littérale et, comme beaucoup d'autres, elle le voyait comme une figure paternelle, attentionnée qu'elle n'a jamais eue. J'aurais été. J'ai beaucoup trop de problèmes de papa mec. J'aurais été dedans. Yes, Swiss. Je plaisante. Mais comme tu sais, pas non plus je plaisante, ah ah ah. Alors Manson a délibérément ciblé de telles personnes, donc principalement des femmes, souvent à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine, et beaucoup issues de la classe moyenne, mais avec un passé très troublant, soit la famille a des problèmes d'insécurité, soit simplement une soif d'appartenance, et avec chaque nouveau suiveur, Manson a utilisé la même tactique flatterie. Affection et sens de l'aventure. Et il invitait souvent une fille à rejoindre le cercle, assis les jambes croisées sur le sol,
tout en lui chantant une chanson et en lui disant « C'est la plus belle fille du monde ». J'aurais été aspiré directement. J'étais comme joué à dos à l'époque. Monseigneur, je pense toujours à... Tu sais comment ces gens pourraient-ils être ainsi? Si idiots et si stupides. Et comme ça, tu te moques de moi. Tu m'as à 17 ans. Je veux juste me rebeller de ma famille. Et encore moins dans les années 60. Tu n'as pas de téléphone. Tu ne sais rien du monde, mec. C'est comme si 80% d'entre nous auraient été dans la main de ce gars. D'accord. Je vais bien. Au moins moi. J'aurais probablement dit non à évidemment la partie meurtre, mais je pense que j'aurais gratté une guitare acoustique et en faire du LSD dans les années 60. Probablement sûr. Mais de toute façon, il avait juste cette capacité étrange de sonder les insécurités de quelqu'un et manipuler simplement leur vulnérabilité. Et dans l'atmosphère euphorique de l'été de l'amour, jeune fugueur, et les hippies étaient juste prêts à embrasser un homme prêchant l'amour libre, et les idéaux utopiques donc de la haute scène d'Asbury, l'entourage de Manson justé en 1968, Charles Manson avait réuni un noyau de 2 douzaines d'adeptes qui croyaient qu'il n'était pas un homme ordinaire. Pour eux, Charlie était un gourou, même Jésus, ou le diable incarné, selon le jour. Et bien que Manson ait dépeint la famille d'une tribu d'égaux, en vérité, cela fonctionnait comme une hiérarchie sectaire avec Manson à l'apex. Et nous voyons la même chose encore, et encore, avec Jim Jones et Heaven's Gate et tous et les enfants de Dieu, ils agissent tous comme si tout était super, même cette commune. Mais il y a toujours une hiérarchie, et c'est toujours un connard avec un regard bizarre. Donc, l'une des premières à rejoindre Manson était Mary. C'était une bibliothécaire de 23 ans, que Manson a charmée et convaincu de le laisser emménager dans son appartement à Berkeley. Et Mary allait bientôt quitter son travail et prendre la route avec Charlie, devenir une sorte de mère pour la famille, non pas RuPaul, bien que la mère de RuPaul, et elle tomberait enceinte de l'enfant de Manson à l'été 1967, et Valentine Michael, surnommée Poubert, est née le 15 avril 1968. Je ne vais pas mentir, un nom cool. Et puis il y a eu Tex, et Tex est né athlète, il a 6-3 ans, et Tex était le chef de l'application de Manson, et finalement le tueur principal dans les crimes les plus odieux de la famille. Et Manson avait l'habitude de dire que Tex était sa main droite quand il s'agissait de faire avancer les choses. Et c'était Tex que Manson chargerait plus tard de lancer la frénésie meurtrière, incontestable et très efficace. Tex est devenu l'instrument de mort de la famille lors de ces nuits infâmes. Et puis il y avait Bobby Bosley, ancien membre de plusieurs groupes de rock. Son amour pour la musique était un facteur de connexion profond pour lui, et Manson, il était un membre clé dans le meurtre de Gary Hinman, avec qui Bobby vivait quand il a rencontré Manson, et il était intensément fidèle à Manson. Il a même déclaré lors d'une audience de santé mentale pour d'autres associés de Manson: « Je suis en guerre avec tout le monde dans cette salle d'audience. Ce n'est rien de personnel. Mais le monde s'en prend à mes frères et sœurs depuis, alors qu'ils arrachent notre monde, nos amis et nos enfants. Tu ferais mieux de prier pour que je ne sorte jamais bien. » Et puis nous avons Susan Sadie Atkins. Sadie était connue pour être intelligente dans la rue et profondément dévouée à Manson. Et elle avait aussi un sauvage, série impulsive et a désespérément demandé l'approbation de Manson.
et Atkins participerait au premier meurtre commis par la famille. Plus tard, elle se vanterait de ses crimes en prison. Ensuite, nous avons Patricia Cathy Krenwinkel, et elle était calme et apparemment douce au début, mais Cathy a subi une transformation très sombre sous l'influence de Manson. Comme la plupart d'entre eux l'ont fait, mais elle était adolescente à l'église avant de rencontrer Charlie. Et par la suite, elle est devenue l'une des disciples les plus obéissantes et Cathy participerait directement au meurtre sur les ordres de Manson. Et puis nous avons Leslie Lulu Van Houten. Elle serait la plus jeune des femmes de Benson, à 19 ans. Et Leslie a été attirée par le style de vie amoureux gratuit et les voyages au LSD. Elle était là pour la drogue, au moins au début. Et bien que non présent pour les premiers meurtres nocturnes, elle était l'un des tueurs la deuxième nuit. Et puis il y avait Lynette Squeaky Et bien que non impliquée dans les meurtres de 1969, Squeaky était l'un des adeptes les plus fanatiquement fidèles de Manson. 1975 Squeaky a prouvé son dévouement radical en tentant d'assassiner le président américain, Gerald Ford. Heureusement, son arme n'a pas tiré, mais elle a affirmé que c'était au service de causes environnementales et les enseignements de Manson. Mais chacun a joué un rôle dans le fonctionnement de la famille, mais tout tournait autour de la figure singulière de Charlie Manson, et ses filles feraient n'importe quoi pour lui. Il cuisinerait, il coucherait sur commande, et il mendiait dans les rues pour de l'argent pour lui. Et ses adeptes masculins ont fourni des compétences musculaires et de petites criminalités. C'était un culte de la personnalité dans le vrai sens du terme. Avec les caprices de Manson dictant chacun des mouvements de la famille, alors comment diable Manson a-t-il transformé ces jeunes ordinaires, comme les gens dans des extensions de volonté aveuglément obéissantes? Je vais t'apprendre que je plaisante. Je ne vais pas t'apprendre. Je ne vais pas t'apprendre. Je vais juste dire ce qui s'est bien passé. Mais la réponse réside dans le lavage de cerveau culte classique, technique que Manson a intuitivement employée, et vous devriez déjà le savoir si vous regardez mes vidéos. Nous couvrons de nombreux cultes, et nous savons comment les corriger. Tu es dans ma secte. Savais-tu que nous sommes une bonne secte même si nous ne faisons rien? Nous nous amusons juste à manger des collations, et à écouter le vrai crime. Le point me frappe génial de toute façon. Donc d'abord, Manson briserait leurs identités. Ces nouveaux membres étaient généralement riches en psychédéliques, souvent fournis par Charlie, et encouragés à abandonner leur ego et leurs inhibitions. Beaucoup plus facile de garder les gens en ligne quand ils sont littéralement des zombies de la drogue et en séance de groupe LSD. Manson a agi comme un grand prêtre, administrant de l'acide comme un sacrement, placé des onglets sur les langues de chaque personne. Si vous avez déjà été à l'église catholique, tu manges le corps du Christ. Tu as le petit craqué, un peu la même chose, sauf tu connais les drogues et il guiderait leur voyage avec sa propre narration de vision cosmique. Et Diane Lake dirait « Un voyage acide dans la famille Manson était plus un éveil spirituel », décrivant comment Charlie a façonné les esprits dans ces moments vulnérables. Et Manson a également exploité, et l'affection comme arme de contrôle, parce qu'il coucherait avec de nouvelles recrues presque immédiatement, même les mineurs, ce qui est tellement dégoûtant, et il le qualifierait simplement d'expérience libératrice ou sacrée. Et un membre de 14 ans s'est souvenu que Charlie lui avait fait l'amour, d'une manière qui lui a fait ressentir, citation, sans citation, comme si elle était une femme, pas seulement un petit enfant. Et elle s'est sentie merveilleuse quelques années plus tard en le reconnaissant comme prédateur, évidemment. Mais en établissant cette domination sexuelle et cette intimité paternelle, Manson a lié les femmes à lui. Et il se disputerait sa faveur.
et l'ont vu comme une source d'amour qu'il voulait désespérément. Et il a également flatté les adeptes masculins, oubliés par la musique et le discours philosophique, pour qu'ils se sentent inclus dans cette grande mission. Mais surtout, Manson a favorisé cette mentalité nous contre eux, et il prêcherait que le monde extérieur était corrompu, et que les parents et la société avaient laissé tomber ses disciples, et seul Charlie se souciait vraiment d'eux, et dans les réunions de groupe, autour du feu de camp ou dans leur maison de fortune, il a fait des sermons élaborés, mélangé des versets bibliques avec des paroles de scarabée, et même averti d'une apocalypse à venir, et assuré à la famille que seul y survivrait. Est-ce que ça semble familier aux enfants? Peux-tu penser à quelqu'un d'autre qui a dit ça avant? Exactement ainsi sous sa direction. Vie quotidienne pour la famille est devenue un processus d'endoctrinement continu pour que les membres renoncent à leurs biens, et Manson a insisté pour qu'ils abandonnent tout l'argent qu'ils avaient, ou des biens du pot commun, juste une dépendance croissante à son égard. Il s'habillerait de la même manière, souvent en jeans sales ou en peau de dème, imitant Charlie, et il bougeait ou parlait parfois à l'unisson. C'était vraiment effrayant et bizarre. Il se transformait lentement en Charlie. Il se perdait complètement. Et toutes sortes de pensées originales, ou l'interrogatoire, n'étaient tout simplement pas tolérées par Manson. Si quelqu'un interrogeait Manson, il les rabaisserait juste, ou leur faire sentir comme les fesses du groupe, et les ridiculiser jusqu'à ce qu'ils se conforment. Et avec le temps, les tactiques de Manson deviendraient plus dures, et ce qui a commencé comme des bombardements d'amour et de la drogue incorporait plus tard la peur et la violence. Et une fois que les membres principaux étaient accros à son approbation, Manson testerait leur loyauté en commandant, à un comportement toujours plus extrême. Et il demanderait à la famille de faire des bêtises effrayantes la nuit. Ce qui est horrible, et ce serait être des missions, où ils entraient par effraction dans des maisons aléatoires, pendant que les occupants dormaient. Et ce n'était pas pour voler quoi que ce soit. Non, mais simplement pour réorganiser les meubles et sortir invisibles. Fondamentalement, torturer psychologiquement les gens, et juste pour voir s'ils étaient capables de le faire. Tu sais, pouvez-vous imaginer vous réveiller le matin et juste voir votre chaise lounge dans votre cuisine? Comme que fais-tu avec ça? Je ne sais pas que c'est moi. Je ne sais pas, je pense que je deviendrai fou. Ce qui, je pensais, était le but. Mais c'était juste cette formation bizarre d'enfreindre la loi et d'oser, destinée à engourdir le groupe à la peur d'envahir les maisons. Et ce serait juste une répétition pour les meurtres ultérieurs. Alors, il a commencé à appliquer la discipline par le physique aussi, et plusieurs adeptes féminines, y compris Diane Lake et Catherine Sher, a raconté plus tard que Manson les avait battues, ou pour les garder, pour les contrôler. Et Sharon a décrit avoir été battue, citation sans citation, à moins d'un pouce de sa vie pour une erreur insignifiante. Alors Manson a vraiment compris le pouvoir de la terreur, et Charlie lui-même s'est vanté dans une interview enregistrée. Je ne perds jamais le contrôle. Je prends le contrôle. Juste un petit monstre du diable. Et au milieu de 1969, la famille était effectivement sous la domination totale de Manson. Ils vivaient ensemble. Ils étaient isolés des étrangers. Renforcer les croyances de chacun dans la vision de Manson. Donc, le décor était planté pour que ces adeptes endoctrinés suivent Manson directement dans la Bible. Quand il a décidé que le moment pour Helter Skelter était venu. Donc, après avoir dérivé le long de la côte californienne,
La famille Manson a trouvé une maison semi-permanente au Spahn Movie Ranch. Spahn Ranch était un récapitulatif, ranch de chevaux de 500 acres et ancien film western se déroulant dans les collines rocheuses au nord-ouest de LA. Et son propriétaire, George Spahn, était un vieil aveugle et a permis à Manson et à son équipage hétéroclite de rester sur la propriété en échange de petits boulots et de faveurs sexuelles. Et ces faveurs viendraient des filles Manson. Et un fait grossier pas si amusant est que la jeune Lynette Squeaky a obtenu son surnom des grincements qu'elle a fait pour divertir George Spahn, c'est tellement dégoûtant. Le cadre était donc rustique et éloigné de la civilisation, juste comme Manson l'a aimé, parce qu'ici, il pourrait jouer le rôle de patriarche des frontières, régner sur son royaume sans trop d'interférence du tout. Et la vie quotidienne au Spahn Ranch ressemblait extérieurement à une commune hippie, et la famille a forgé de la nourriture dans des bennes à ordures ou fait des courses dans la ville pour ramasser les produits jetés. Et si vous avez déjà vu Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino, très bon film, je te suggère d'aller le regarder. C'est un spin-off de ça, mais ils ont vraiment ce sentiment de culte. Je me sens vraiment bien parce que j'étais tellement mal à l'aise de regarder le La famille Manson opère à Spahn Ranch. C'était tellement bizarre, mais je pense qu'il l'a bien compris. Mais de toute façon, il tiendrait des chansons de feu de camp, chante avec Manson, gratter sa guitare et chanter sont des chansons folkloriques originales pendant que tout le monde se joignait au chœur. Tout va bien, laisser tomber de l'acide fréquemment et simplement pratiquer l'amour gratuit. De nouveaux enfants sont nés dans la famille Manson, y compris le propre fils de Manson avec Mary Brunner. Et ils ont été élevés dans la commune. Pourtant, il y avait un côté obscur indéniable à Spahn Ranch. Et les membres de la famille portaient des couteaux et même des armes à feu, se considérant comme une tribu d'autodéfense, se préparant à la fin des temps. Et Manson et les hommes viennent de stocker des voitures volées et les a convertis en poussettes dunes, juste prêts pour la guerre du désert ou l'évasion, et la pratique de la cible est devenue une forme de récréation, et ils organiseraient des exercices de style militaire bizarre au gré de Manson, et tout cela n'était qu'un entraînement pour ce que Manson avait averti était imminent. Et c'était la grande guerre raciale de Helter Skelter. Spahn Ranch est également devenu la toile de fond des crimes antérieurs de la famille, parce qu'en 1969, Manson est devenu de plus en plus erratique et paranoïaque. Tex faisait un petit trafic de drogue, et il traînait dans les cercles rocheux. Et en juillet 1969, une transaction de drogue bâclée entre Tex et un concessionnaire nommé Bernard Lotsapapa Crow, l'aide Manson va tirer sur Crow pour protéger Tex, et Manson croyait qu'il avait effectivement tué une panthère noire, ne fait qu'accroître sa paranoïa, que les Black Panthers étaient maintenant après la famille. Mais Manson ne savait pas que Crow n'était pas vraiment une panthère noire, et Crow a survécu à la tentative de sa vie. Cet incident vient d'alimenter les illusions de guerre raciale de Manson et a ajouté un sentiment d'urgence à sa chronologie Helter Skelter. Et une connaissance de la famille, un musicien nommé Gary Hinman, a été brutalement assassiné chez lui. Fin juillet 1969, après que Manson ait envoyé Bobby Susan et Mary pour le harceler à cause d'un différend. Et Hinman aurait reçu un héritage d'environ 20 zéros, et Manson a demandé à sa famille d'aller le chercher. Et Manson lui-même avait en fait tranché le visage de Hinman avec une épée pendant l'incident, et Bobby plus tard, Hinman à mort,
tandis que l'homme terrifié mendiait pour sa vie. Et sur les lieux du crime, l'un des membres de la famille a écrit « Cochon politique dans le sang de Hinman » sur le mur. Et ils ont aussi dessiné une patte de panthère, tenté de blâmer les militants Black Panthers. Parce que c'était l'un de leurs symboles. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, le Black Panther Party a été fondé en 1966 par Whippy, Newton et Bobby Seale à Oakland, Californie. Et c'était en réponse à la brutalité policière et les échecs des tactiques non violentes. Et le parti a plaidé pour le nationalisme noir, légitime défense armée et idéaux socialistes. Se positionner comme une force révolutionnaire au sein du mouvement Black Power. Alors, après avoir tué Hinman, il retournerait au Span Ranch. Et peu de temps après, Bobby serait en fait être arrêté pour le meurtre de Hinman, le 6 août 1969. Et Manson est devenu furieux et désespéré. C'était donc le tournant. Et il a dit à sa famille qu'il Maintenant, il faudra peu être maître en scène des meurtres imitateurs, pour donner l'impression que de vrais tueurs étaient toujours en liberté, et ainsi sortir Bobby de prison. Et ce plan vient de se joindre à la prophétie Helter Skelter de Manson qu'il avait prêchée, comme nous le savons depuis des mois à ce stade. Alors les paresseux décontractés, les journées d'été au Spawn Ranch étaient sur le point d'éclater dans une tempête de violence. Donc tout au long de la formation de la famille, Manson n'a jamais renoncé à ses rêves de succès musical. Le gars était déterminé. Le gars était déterminé à être les Beatles. Mais le flux a eu des conséquences majeures. Maintenant, son lien avec la scène musicale de Los Angeles était faible mais alléchant. Et par l'intermédiaire de Dennis Wilson et d'autres contacts, Manson s'est parfois mêlé aux marges de la société, avec des artistes et des producteurs. Et comme brièvement mentionné précédemment, Wilson a présenté Manson à Terry Melcher, qui était un producteur influent pour des actes comme Les Oiseaux. Mais malgré des indices d'intérêt, Melcher a finalement décidé de ne signer aucun contrat d'enregistrement avec Manson, et Manson serait dévasté par ce rejet, et ça blesserait profondément l'ego de ce petit homme, et aggraver les choses dans l'esprit de Manson, au moins. Melcher louait une maison à 150 CL. Au conduisait à Benedict Canyon, qui était une maison de luxe très isolée, mais au milieu de 1969, Melcher avait déménagé. Et la maison a ensuite été louée à Roman Polanski et à sa femme, Sharon Tate Donk. Manson était très conscient de la maison et y était déjà allé, quand c'était la résidence de Melcher, mais cette adresse deviendrait bientôt le site d'une violence indicible, et c'était un choix d'emplacement qui n'était pas du tout une coïncidence. Mais alors bien sûr, il y avait les Beatles et Manson les voyait juste comme angéliques, signe avant-coureur de la guerre apocalyptique à venir, et ils disséquaient simplement leurs chansons pour des messages secrets tout le temps, fois que l'un d'eux est Helter Skelter. Et c'était l'évidence, parce qu'il a pris le titre pour sa prophétie globale. Et puis il y avait Piggies, qui parlait des chutes de l'establishment. Inspirer la famille à griffonner plus tard, mort au cochon dans le sang sur le mur. Et puis, il y a eu la Révolution 9, ce que Manson a interprété comme un codage pour déclencher la guerre raciale, et référence au chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, et pour appeler les Noirs à se lever. Et puis, il y avait Blackbird, ce qu'il pensait être aussi un appel pour que les Noirs prennent le pouvoir. Donc, en substance, Manson a transformé la production de l'industrie de la musique en une bande originale pour son folie, et quand sa candidature directe pour la célébrité a échoué, il a redirigé ses énergies pour faire de Helter Skelter une réalité
Et tragiquement ça a marché, Manson atteindrait une immortalité sombre. Mais au prix de vies innocentes et de sa propre âme, donc Helter Skelter, deux mots apparemment inoffensifs que Charlie Manson, fusionnés avec une signification terrifiante, fait référence à un toboggan en spirale, dans une aire de jeu ou une foire. Les paroles de Paul McCartney, prétendument, l'a utilisé comme métaphore de la montée et de la chute de l'Empire romain, mais pour Manson, Helter Skelter signifiait quelque chose de complètement différent. C'était l'imminent. Guerre raciale apocalyptique qui, selon lui, détruirait la société américaine. Manson a affirmé que Helter Skelter était un message sur le chaos et la révolution, mais Manson lui-même n'a pas inventé ce concept dans le vide, parce que la fin des années 1960 a été marquée par des troubles civils, y compris les émeutes dans les villes et les groupes militants comme les Black Panthers. Prôner la légitime défense armée contre l'injustice raciale. Les reportages sur ces événements filtreraient dans Spawn Ranch et Manson un suprémaciste blanc de longue date dans l'âme, saisi des tensions raciales de l'époque, et les a transformés en une prophétie grandiose. Et c'était un fantasme ridicule et égoïste. Mais la famille l'a accepté. Et finalement, un conflit complet entre les Noirs et les Blancs éclaterait. Et c'était le meilleur Skelter. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était l'idéologie que Manson a forée dans ses partisans, jour après jour de 1968 à 1969. Il a si souvent parlé de Helter Skelter comme d'une réalité à venir, che c'è devenu une sorte de mantra culte. Et les membres de la famille faisaient défiler les mots Helter Skelter sur les murs de Spawn Ranch. Parce que c'était leur grande commission, et c'était le but violent qui justifiait toute leur existence. Donc dans la vision apocalyptique de Manson, la famille elle-même avait un rôle très spécial. Ils ne participeraient pas activement à la guerre raciale au début, plutôt qu'ils se cachent dans la cause du paradis souterrain. Manson a dit à ses partisans que quelque part dans le désert, spécifiquement sous la vallée de la mort, en Californie, tu connais l'endroit le plus chaud du monde, était une ville cachée comme Atlantis. Et c'était un gouffre sans fond décrit dans le livre de la Révélation, où la famille pourrait attendre la fin du conflit à venir en toute sécurité. Elmite, la famille a en fait passé du temps à chercher cette entrée de la fosse. Dans la vallée de la mort, guidée par les intuitions de références bibliques de Manson, avec quelques références des Beatles ajoutées là aussi. Mais hélas, ils n'ont jamais trouvé un tel endroit. Qui aurait pu penser? Mais cela n'a pas atténué leur croyance. Et en se cachant, Manson a dit, la famille se multiplierait. Et soyez prêts à émerger quand Helter Skelter aura suivi son cours. Et une fois la poussière retombée sur le dessus, où la plupart des Blancs seraient simplement exterminés par les Noirs, les vainqueurs seraient tout simplement incapables de gouverner, comme ils étaient soumis à un contrôle depuis trop longtemps. Et je ne saurais pas comment la famille reviendrait à la surface. Et à ce stade, Manson a prophétisé, les Noirs céderaient le pouvoir à Charles Manson. Le reconnaissant comme le dirigeant légitime du monde, mec, était fou, mec. Donc en substance, Helter Skelter n'était qu'une route compliquée pour que Manson devienne roi du monde. Et il est important de souligner à quel point il est incroyablement grandiose. Et racialement déformé cette vision était parce que cela a combiné la mégalomanie personnelle de Manson, parce qu'il se voyait vraiment comme destiné au Messie comme la grandeur, avec un racisme sévère, avec l'idée que les Noirs pourraient gagner cette guerre, mais seraient toujours inférieurs et auraient besoin de lui pour régner sur eux, ce qui est juste au-delà de tant de niveaux. Mais la famille accepterait cet évangile, que ce soit par croyance sincère, ou simplement parce que Manson ne permettrait aucun désaccord
Donc pour l'observateur extérieur, la doctrine Helter-Skelter de Manson était une pure folie. Mais à l'intérieur de la secte, c'était une foi sincère renforcée par ce qu'ils ont vu dans le monde. Comme tout au long de 1968 et 1969, les événements actuels semblent valider les prédictions de Manson, y compris l'assassinat du docteur Martin Luther King Jr. en avril 1968, qui avait déclenché de nombreuses émeutes, nouvelles des Black Panthers. S'armer dans des affrontements avec la police était très courant et Manson ne ferait que pointer ces titres comme des signes que Helter Skelter préparait, et il a délibérément excité les craintes de la famille en affirmant que les Black Panthers étaient en route pour Span Ranch pour se venger de l'homme noir. Manson croyait qu'il avait tué qui était Bernard Crowe. Pour que la famille fasse des choses comme garder le ranch de frais la nuit, convaincu qu'il pourrait être attaqué à tout moment. Et Manson a également joué des scénarios bibliques pour consolider son statut. Et parfois il parlait comme Jésus prêchant l'amour et le salut. Et d'autres fois, il a déclamé comme Satan, chaos prometteur et obéissance exigeante. Et il dirait ça en lui, in face. Le Christ et le diable étaient un être. Et ça a juste donné un poids semi-spirituel à toutes ces commandes, parce que si la famille craignait ce qu'elle allait faire, Manson leur a assuré que c'était prédestiné, et à l'occasion, il a cité les images du livre des Révélations, dire qu'il vivait à la fin des temps. Et en plus, Manson s'est inspiré d'un culte et de croyances marginales pour justifier la brutalité. Et puis, au milieu de 1969, la prédication de Manson avait atteint son paroxysme et le groupe était à bout, croyant que d'un jour à l'autre, la guerre raciale éclaterait. Et si ça n'a pas commencé tout seul, ils devront peu être à prendre au noir comment le faire. Et c'était le saut logique final. L'idée que la famille Manson pourrait enflammer les Skelters, eux-mêmes en commettant des meurtres, tellement choquants qu'ils seraient imputés aux révolutionnaires noirs, accélérant ainsi le chaos. C'est un crime raciste horrible, à motivation raciste. Et malheureusement, en juillet 1969, toutes les pièces étaient en place pour que Manson teste sa théorie. Et ses partisans étaient prêts à tuer sur son ordre. Donc, la préparation des meurtres impliquait des répétitions délibérées et une sélection de cibles, tout sous la direction de Manson. Comme mentionné, la famille est effrayante. Les exercices de Crowley étaient essentiellement des courses d'entraînement pour les invasions de domicile, mais ces étranges exercices de nuit avaient un double objectif, parce qu'ils se sont liés en tant que groupe par des crimes secrets partagés, et cela les a désensibilisés à la violation du caractère sacré des maisons des étrangers. Donc, au moment où Manson a ordonné des meurtres réels, valsant dans les maisons occupées la nuit, se sentait déjà étrangement familier à ses sbires. Et le contrôle de Manson sur la famille était presque absolu, donc ce culte de l'un pour tous. Et tout pour un, cela signifiait que si Charlie décrétait que quelqu'un devait mourir pour la cause, les membres de la famille ont estimé qu'il était de leur devoir d'y arriver. En tant qu'agent de Helter Skelter, et les membres de la famille étaient tellement imprégnés des croyances de Manson à ce stade qu'ils ne se sont même pas demandé à quel point le plan était fou, parce que dans leur vision du monde alimenté par l'acide, ça avait du sens, que massacrer des innocents pourrait être un acte révolutionnaire pour sauver le monde et accomplir la prophétie. Et bientôt, l'un des crimes les plus infâmes du XXe siècle se produirait, un crime que la famille croyait. Seraient les premiers plans de Helter Skelter, mais qui en réalité marquerait le début de leur propre. Et si tard, le 8 août 1969,
Charles Manson a réuni un groupe de ses adeptes les plus fiables et les a envoyés en mission de mort, et leur destination était un 0. Lingo, 0C, LO conduire, mais Manson lui-même n'est pas allé. Non. Au lieu de cela, il a ordonné à Tex Watson de citer unquote « détruisez totalement tout le monde dans la maison, aussi horrible que possible ». Et il serait rejoint par Susan Atkins, Patricia, et Linda et Manson ordonneraient aux femmes d'obéir aux ordres du Texas, comme s'ils étaient les siens. Et peu après minuit, dans les premières minutes du 9 août, un véhicule conduit par Linda s'est tranquillement approché de la propriété isolée et les occupants n'avaient aucun lien personnel avec ces intrus, mais ils étaient sur le point de devenir victimes d'une scène horrible destinée à relancer Helter Skelter, et quand ils ont atteint la porte du 10050 Cielo Drive, Tex a escaladé un poteau téléphonique et coupé la ligne téléphonique pour éviter tout appel à l'aide, pour qu'il se garante en bas de la colline et remonte à pied. Et Tex porterait un revolver de calibre 22 et un couteau. Et les femmes ont apporté des couteaux et une corde, et alors qu'ils traversaient la propriété sombre vers la maison principale, les phares les ont soudainement balayés, parce qu'une voiture descendait l'allée de la maison. Et c'était une tournure inattendue. Et ce serait Stephen Parent, 18 Hands, qui était en fait un visiteur, qui venait de dire au revoir au gardien du domaine dans une maison d'hôte, et Tex entrerait immédiatement en action et sautait devant la voiture de parents avec une arme à feu, et les parents plaideraient pour qu'il ne leur fasse pas de mal. Mais Tex lui a froidement tiré dessus 4 fois à point blanc. Et il tuerait l'adolescent avant même de pouvoir sortir de la voiture, donc la première victime était maintenant tombée. Et ceux de la maison principale sont restés complètement inconscients de l'horreur qui rampait vers eux. Donc Tex ordonnerait à Atkins et Patricia de pousser la voiture plus haut dans l'allée hors de vue. Pendant ce temps, Linda a été désignée comme guetteur par la porte. Ensuite, Tex couperait un écran de fenêtre et se glisserait dans la maison. Puis laisser Atkins et Patricia entrer par la porte d'entrée. Et à l'intérieur de la maison, il y aurait 5 personnes sans méfiance. Le premier serait Sharon Tate, et elle serait une actrice hollywoodienne de 26 ans, qui était aussi enceinte de 8 mois et demi. Et puis il y avait Jesse Bring, un coiffeur célèbre de 35 ans et ami de Sharon Tate. Et puis il y avait Abigail Folger, une héritière du café de 25 ans. Et puis il y a eu Wojciech Frigowski, qui était un homme de 32 ans et était aussi le petit ami de Folger. Et dehors dans la maison d'hôte était le gardien, William Garretson, à qui le parent l'adolescent venait de rendre visite, et le mari de Roman Polanski Tate était en Europe pour filmer un film. Alors cette nuit-là, les amis avaient passé une soirée décontractée à la maison. Et à minuit, certains commençaient à somnoler. Mais les tueurs ont frappé rapidement. Tex a rencontré Friovski, dormir sur le canapé du salon, et lui a donné un coup de pied dans la tête. Et cela ferait sursauter Friovski, demandant qui il était et ce qu'il faisait dans la maison. Et dans des mots qui auraient pu être scénarisés à partir d'un film d'horreur, Tex a répondu citation sans citation « Je suis le diable, et je suis ici pour faire les affaires du diable. À faire ce que le... Oh mon Dieu !» C'est tellement énervant, et à non-instant, toute illusion qu'il s'agissait d'un simple vol ou d'une farce s'est évaporée, parce que ces intrus que nous sommes là pour tuer. Donc, sous la direction de Tex, Susan Atkins a trouvé les autres occupants et les a rassemblés dans le salon, et c'est là que Tex sortait une corde qu'il avait apportée et le boucle autour du cou de Tate et Sebring,
et l'a suspendu au-dessus de la poutre du plafond, attaché efficacement les deux ensemble par la gorge, et le littoral, en voyant le traitement brutal de la Tat, très enceinte, a commencé à protester en les suppliant de se calmer sur elle. Mais sans hésitation, Tex a tiré sur Jay Sebring dans la poitrine, le faire taire complètement, et il l'a également poignardé 7 fois, comme s'il n'en avait pas déjà fait assez, et le chaos a éclaté lorsque les intrus ont commencé à prendre le contrôle de la maison. Susan Atkins a brièvement escorté Abigail Folger dans sa chambre pour récupérer son sac à main dans lequel les dossiers lui donneraient 70, et c'était une tentative d'apaiser les envahisseurs. Les mains de Frykowski étaient attachées avec une serviette, mais dans la confusion, il a réussi à les faire travailler gratuitement, et c'est là qu'il se jetait sur Susan Atkins. Attraper son cou et recevoir plusieurs coups de couteau aux jambes, alors qu'Atkins essayait de le repousser. Maintenant blessé et saignant, il est tombé par la porte d'entrée, en criant désespérément à quiconque de l'aider. Mais Tex poursuivrait, lui sur le porche, et un pistolet le fouette avec un revolver, fissurant le crâne de Frykowski si violemment que la poignée du pistolet s'est cassée. Tex tirait ensuite 2 fois sur Frykowski et continue de le poignarder à plusieurs reprises, et ça n'a pris fin que lorsque Frykowski est finalement tombé mort sur la pelouse, avec 51 coups de couteau et blessures contondantes. Et pendant ce chaos, Linda, montée la garde près des voitures, entendu les sons horribles des cris venant de la maison, et terrifiée et regrettée, elle a couru vers la maison et a menti à Susan Atkins que quelqu'un venait, dans l'espoir d'arrêter les meurtres. Mais à ce stade, il était trop tard, et la violence avait son propre élan. Maintenant de retour dans la maison, Abigail Folger, en fait, laissée momentanément sans surveillance après avoir récupéré le sac à main, parce qu'elle a vu sa chance, et s'est enfuie de la porte de la chambre vers la piscine. Mais c'est là que Patricia la poursuivait sur la pelouse, et Folger, vêtue d'une chemise de nuit blanche et maintenant éclaboussée de sang, a couru. Mais Patricia la rattraperait et elle s'attaquerait à elle. Elle férocement, et Tex rejoindrait bientôt, et ensemble, ils poignarderaient Abigail 28 fois, la laissant sans vie dans l'herbe et de retour à l'intérieur de Sharon Tate. Maintenant, la seule survivante, mendiait pour elle et la vie de son bébé à naître, et elle a supplié Susan Atkins et Tex Watson de l'épargner, sanglotant qu'elle voulait vivre assez longtemps pour avoir son enfant et même s'offrir en otage. Mais il n'y aurait pas de pitié, et Tex et Atkins ont poignardé Sharon Tate 6 fois, tuant à la fois elle et son bébé à naître. La brutalité était indescriptible. Même le coroner a noté plus tard que Tate peut être morte après avoir été pendue par la corde. Tex avait égalisé, bien que la cause soit une hémorragie massive due au coup de couteau. Donc, en l'espace d'environ une demi-heure, les tueurs de la famille Manson avaient exterminé 5 êtres humains innocents. Mais leur sombre travail n'était même pas terminé. Et Susan Atkins se souvient des instructions de Manson de laisser une pancarte, spécifiquement quelque chose de sorcier, tremper une serviette dans le sang de Sharon Tate, et l'a utilisée pour faire défiler un seul mot sur la porte d'entrée de la maison, qui était cochon, et Atkins admettra plus tard qu'ils ont écrit cochon pour que ça ressemble au meurtre de Hinman et sortir Bobby des prisons, déplacer le blâme, et alors que la nouvelle du meurtre de Tate se répandait, Los Angeles était plongé dans la panique parce que 5 personnes ont été massacrées dans un quartier chic, sans mobile clair ni suspect. Mais personne ne soupçonnait que le cauchemar n'était pas terminé, et la famille Manson ne faisait que commencer. Donc, après la sauvagerie des meurtres de la Tate,
On pourrait penser que les tueurs seraient maintenant bas. Chose choquante la nuit suivante. Les 9 août, aux premières heures du 10 août 1969. Ils ont frappé à nouveau parce que Manson, prétendument mécontent des meurtres de la Tate, a décidé de superviser personnellement la deuxième mission. Donc dans la soirée du 9 août, il s'est entassé dans une voiture avec Tex Watson et Patricia et Leslie Linda, Susan et Steve Clem. Grogan et Manson ont dit à Linda de conduire à 3, San, Ling, un Waverly Drive, dans le quartier de Los Feliz. C'était la maison de Leno et Rosemary LaBianca, un couple dans la quarantaine. Et le choix était semi-aléatoire. La maison LaBianca était à côté d'une maison où Manson et certains membres de la famille avaient déjà assisté à une fête l'année précédente, et Manson s'est souvenu de la rue et a décidé que ça ferait pour que Manson et Tex s'approchent tranquillement de la maison pendant que les autres attendaient dans la voiture, et Manson entrerait dans la maison en réveillant Leno, qui somnolait sur le canapé, et c'est là que Tex lui liait les mains. Et Manson le tiendrait sous la menace d'une arme, et Manson escorterait ensuite Rosemary de la chambre, dans le salon aussi sous la menace d'une arme, et c'est alors que Tex utilisait une tête d'oreiller et des cordons de lampe pour couvrir et lier la tête de la victime. Et une fois que les LaBianca ont effectivement les yeux bandés et retenus, Manson a quitté la maison et Van Houten et Krenwinkel entreraient. Parce que Manson, il ne s'est jamais sali les mains. Il n'a jamais eu de sang sur les mains. Et Manson prendrait Susan, Linda et Clem avec lui pour trouver une autre cible la même nuit, qui était un acteur libanais nommé Saladin Nader. Et Manson les laisserait là au complexe d'appartements et retourner au ranch. Et cela signifiait qu'il a déposé ses partisans à 2, lieu pour commettre des meurtres, et puis les a laissés faire de l'autostop chez eux seuls. Linda aurait d'abord frappé à la mauvaise porte de l'appartement, réveillé un voisin et empêché le meurtre de se produire. Et de retour à Waverly Drive, Tex était de nouveau en charge à l'intérieur de la maison, avec Krenwinkel et Van Houten comme complices. Et Tex renverrait les femmes dans la chambre. Et sans beaucoup de dialogue, Tex a commencé à Leno la baïonnette qu'il a apportée dans sa gorge et son corps à plusieurs reprises. Et dans la chambre, Rosemary a jailli du lit et a commencé à balancer sauvagement la lampe, qui était toujours attachée au cordon autour de son cou. Aux intrus et une lutte chaotique a commencé à s'ensuivre dans la chambre, et Van Houten et Krenwinkel ont essayé de maîtriser Rosemary alors que cette femme terrifiée se battait comme un animal pour sa vie. Et entendre l'agitation, Tex maintenant finit avec Leno. Et Leno à ce stade était toujours en vie mais gravement blessé, accouru dans la chambre. Et Tex verrait que Rosemary avait réussi à tenir la femme à distance pendant un moment, agitant la lampe comme une arme, mais Tex se lancerait chez Rosemary plusieurs fois avec la même baïonnette qu'il a utilisée pour tuer son mari, et c'est là que Rosemary s'effondrerait, et Tex retournerait ensuite chez Leno et reprendrait son assaut, voyant qu'il n'était pas encore mort. Et à la fin, il a poignardé Leno 12 fois avec une baïonnette, et il graverait le mot guerre dans l'abdomen de Leno. Et Patricia prenait un couteau de cuisine et commençait à poignarder Rosemary. Alors qu'elle était allongée sur le sol et entre Krenwinkel et Van Houten, Rosemary LaBianca a été poignardée environ 40. Et un foie. Donc avec les morts libanais, les tueurs a maintenant pris le temps d'accomplir le rituel sorcier que Manson désirait tant en utilisant le sang de Lennon. Patricia a trempé une vieille fourchette à découper et a travaillé un message sur les murs du salon disant « Levez
et mourir pour les porcs, et sur le réfrigérateur, elle a griffonné les mots mal orthographiés « helter skelter » dans le sang, et ne pas se contenter d'écrire seul. Krenwinkel a mutilé physiquement le corps de Leno, pour juste faire ressortir le poing. Et elle prendrait une fourchette à découper à 2 dents, et le poignarder dans l'estomac de Leno, le laissant sauter hors du cadavre, et lui a aussi planté un couteau à steak dans la gorge. Oh mon Dieu, putain horrible. Et après avoir nettoyé un peu, Tex a même pris une douche dans la salle de bain de Lubyanka pour rincer le sang. Krenwinkel, Van Houten et Watson sont ensuite partis et ils se retrouveraient comme les autres, comme prévu, faire de l'autostop et retourner au Spawn Ranch. Sous le couvert des ténèbres, et les corps de la Bianca seraient découverts plus tard, le soir du 10, par leurs enfants. Donc, immédiatement après ces meurtres, horriblement brutaux, les forces de l'ordre se bousculaient parce que les meurtres de la Tate étaient des nouvelles nationales. Initialement, les affaires Tate et la Bianca ont fait l'objet d'une enquête distincte par département de police de Los Angeles, ou le LAPD, et le département du shérif du comté de Los Angeles, respectivement. Il y avait confusion, fausses pistes et une clameur croissante du public pour des réponses, et pour un temps, les mots cochon et helter skelter sur les murs ne signifiaient rien pour la police, au-delà des graffitis bizarres. Et la famille Manson au début n'était même pas sur le radar, parce que dans ces premières semaines, les tueurs sont revenus à une vie semi-normale au Spano Ranch. Mais une percée viendrait dans une arrestation totalement indépendante, parce que le 6 août 1969, juste une semaine après les meurtres, la police a fait une descente au ranch Span et arrêté Charles Manson. Et environ 2 douzaines de membres de la famille soupçonnés de vol de voiture parce que le groupe avait stocké des Volkswagen Beetles volés, convertis en buggy dune sur leur préparation pour une évasion dans le désert, qui a attiré l'attention des forces de l'ordre. Cependant, ces accusations ont été mal gérées, car un mandat a été mal daté. Et en quelques jours, tout le groupe a été libéré, sans que personne ne les connecte au meurtre très médiatisé à Los Angeles, pour que la famille se regroupe rapidement et déménager dans cette région de la vallée de la mort, au Barker Ranch, pensant que la chaleur était complètement éteinte maintenant. Mais malheureusement pour Manson, un autre raid a été mené concernant les véhicules présumés volés et il serait trouvé caché sous un évier et arrêté comme le putain de petit minuscule, maigre morceau de merde qu'il est. Et cette fois, heureusement, l'arrestation resterait et il serait placé en prison. Et pendant un moment, ça ressemblait à la Tate. Les meurtres de la Bianca pourraient devenir le grand mystère non résolu de Californie, mais ensuite le barrage s'est cassé de l'intérieur. Donc, en octobre 1969, un membre de la famille capturé a commencé à parler. Susan Atkins, qui avait été impliquée par Bobby, est arrêtée début octobre pour son rôle dans le meurtre de Gary Hinman, s'est retrouvée en prison partageant une cellule avec 2 autres femmes. Et se sentir vantard ou peu, être accablé, Atkins a avoué, en détail graphique à ses compagnons de cellule, sur le fait de tuer des gens pour Charlie, et elle leur a parlé d'avoir poignardé Sharon Tate. Déguster son sang et écrire ses mots sur les murs, comme un putain d'idiot, mais je suis content qu'elle l'ait fait. Et les compagnons de cellule ont rapporté l'histoire d'Akin aux autorités en novembre 1969, et à peu près au même moment, une enquête du LAPD a finalement rassemblé l'une des pièces du puzzle, et c'était un gang de motards locaux. A dit aux détectives que Manson avait parlé de meurtre fou et les Black Panthers au moment des meurtres. Et début décembre 1969,
l'affaire s'est ouverte. Cause le 1er décembre. L'APD a annoncé des mandats d'arrêt contre Tex Watson, Patricia Krenwinkel et Linda Kasabian dans l'affaire Tate, et Charles Manson et Susan Atkins étaient déjà en détention, repris des raids précédents et donc non nommés dans le communiqué de presse initial du mandat, et l'implication de Leslie Van Houten dans le LaBianca n'était pas immédiatement connue à ce stade. Mais elle aussi avait été arrêtée en octobre lors du raid du ranch Barker sur les accusations de vol. Et à ce stade, les détectives ont connecté Van Houten au meurtre de LaBianca via des preuves, et elle a également été inculpée, et Tex Watson s'était enfui dans son état d'origine, le Texas. Oui, Texas. Du Texas pas très original. Mais il serait arrêté le 30 novembre 1969, après que ses empreintes digitales étaient mises en correspondance avec une trouvée dans la maison Tate, et Krenwinkel s'était enfuie en Alabama, où elle a également été arrêtée, et Linda, qui avait quitté la famille et était allée dans le New Hampshire, a appris l'un des mandats et s'est volontairement rendue. Désireux de raconter sa version de l'histoire, donc, avec les principaux acteurs en détention au début des années 1970, l'histoire complète de la frénésie criminelle de la famille Manson a commencé à émerger. Susan Atkins a d'abord coopéré et a fait une déclaration devant un grand jury, racontant les détails des meurtres sur cassette, mais elle s'est rétractée plus tard et a refusé de témoigner au procès. Heureusement pour l'accusation, Linda est devenue un témoin vedette. Linda, qui n'avait tué personne techniquement, était profondément remords et s'est vue offrir l'immunité en échange d'un témoignage, et elle a fourni un angoissant récit de première main des meurtres des 2 nuits, preuve physique corroborante, et confirmant le rôle de Manson en tant que cerveau. Et donc, quelques mois après les crimes, la police et les procureurs avaient reconstitué ce qui s'était exactement passé et les liens entre Manson et les victimes, le motif de Skelter, Helter, raconté par Atkins et Linda, et l'identité de tous les participants. Mais le défi à relever serait de prouver la culpabilité de Charles Manson, puisqu'il n'avait personnellement poignardé ni tiré sur personne. Néanmoins, le décor était planté pour ce que beaucoup appellent le procès du siècle, un spectacle qui se déroulerait dans la salle d'audience de Los Angeles sur plusieurs mois de 1970 à 1971. Le procès de Charles Manson et le co. Les accusés ont commencé en juin 1970 et est rapidement devenu un cirque médiatique d'une ampleur sans précédent, et la procédure a eu lieu dans la salle de justice du centre-ville de Ella, et dès le premier jour, il était clair que ce n'était pas un procès ordinaire. Donc du côté de l'accusation, c'était Vincent Bugliosi, un pointu, procureur adjoint imperturbable, déterminé à tenir Manson responsable non seulement du meurtre, mais pour avoir ordonné aux autres de tuer via une conspiration élaborée, et les accusés Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten ont présenté un front unifié, et le procès de Tex Watson a été séparé comme il a retardé l'extradition du Texas. Et Manson, toujours théâtral, a d'abord insisté pour agir en tant que son propre avocat, style Ted Bundy, même si c'était avant Ted Bundy. Et le juge William Keane a permis cela brièvement, mais les singeries de Manson telles que la soumission de mouvements absurdes et essayer de faire des déclarations liminaires bizarres l'aide à la révocation de ce privilège, et Keane a été remplacé par le juge Charles Hulder après que Manson a déposé un affidavit de préjudice contre lui.
et la sécurité lors de ces essais était extrêmement stricte, et les membres de la famille qui n'étaient pas jugés, tels que Squeaky Sandy et d'autres, se sont rassemblés quotidiennement devant le palais de justice, et ils soutiendraient juste depuis le trottoir. Et ils auraient la tête rasée, et X est gravé dans leur front, pour correspondre à ce que Mark Manson avait fait sur lui-même, et souvent chanté dans la rue. Tu sais, comme une secte, et poursuite. Craignant que ces membres dévoués de la famille n'essaient d'influencer ou nuire aux témoins, a pris une mesure inhabituelle. Et ils ont assigné à comparaître nombre d'entre eux comme témoins potentiels, juste pour qu'ils puissent être légalement exclus de la salle d'audience, car les témoins sont exclus jusqu'à ce que le témoignage, mais malgré ses efforts, la famille a trouvé des moyens de faire sentir sa présence. Et à un moment donné, des membres de la famille ont tenté d'intimider un témoin clé, Paul Watkins, un ancien membre qui avait fait défection, et un autre, Wang Flynn, en les menaçant. Et Watkins a même subi un incendie suspect dans une camionnette qu'il a brûlée, qu'il croyait être une relation avec la famille, et une autre membre, Barbara White, qui connaissait des détails incriminants, a été attirée à Hawaï par Ruth Emmerhouse, membre de la famille. Et elle a failli être tuée quand Morrousse lui a glissé un hamburger lacé au LSD, mais Hoyt a survécu, et la tentative l'a seulement rendu déterminé à témoigner encore plus. Et à l'intérieur de la salle d'audience, les défendeurs se sont livrés à des perturbations continues. Un épisode bizarre s'est produit quand Manson a dramatiquement brandi une première page du Los Angeles Times. Avec le titre Manson Guilty, Nixon déclare devant le jury, et juge plus âgé a dû demander individuellement aux jurés s'ils pouvaient être impartiaux. Et ils ont tous dit oui en évitant l'annulation du procès, et les accusés ont tenté d'exploiter les commentaires de Nixon en se tenant debout en disant essentiellement « Voir le président dit que nous sommes coupables ». Alors, pourquoi continuer? Mais la cascade a également échoué. Pourtant, l'un des moments les plus dramatiques est survenu le 5 octobre 1970. Frustré de ne pas pouvoir contre-interroger directement un témoin, Manson a soudainement sauté par-dessus la table de défense et s'est jeté sur le juge Holder, et le chaos s'est ensuivi lorsque les huissiers ont plaqué Manson au sol. Ce qui n'a pas pris grand-chose parce qu'il est vraiment, et la défendresse s'est levée et a commencé à chanter une sorte de charabia, ce qui était peu être latin effrayant davantage la salle d'audience. Et après cet incident, le juge Holder a commencé à porter un revolver 38 sous ses robes pour une protection qui aime, ouais. À juste titre, donc. C'était ce genre de procès. Un putain de spectacle de merde chaotique d'un procès. Et les avocats de la défense, pour leur part, étaient dans une impasse parce que chaque femme avait son propre avocat. Et Manson en a eu un après la fin de son autoreprésentation. Mais les accusés semblaient souvent saboter leur propre affaire, à la demande de Manson. Donc l'équipe de défense était comme « Je ne peux pas me disputer avec ces putains de psys ». Les avocates des femmes ont donc révélé au juge lors d'une conférence privée que leur client voulait témoigner que Manson n'avait rien à voir avec les meurtres et qu'ils ont tout fait par eux-mêmes, lavage de cerveau, se tuant essentiellement pour sauver Manson. Et un avocat, Ronald Hughes, qui était l'avocat de Leslie, a refusé d'accepter le plan de parjure, dire qu'il ne pousserait pas un client par la fenêtre en lui permettant de prendre le blâme, et cela ne ferait que créer un conflit entre Manson et les avocats. Et le 16 novembre 1970, l'accusation s'est reposée après avoir présenté des mois de preuves, et choquant le 19 novembre, la défense s'est reposée sans appeler un seul témoin,
Les accusés ont crié en signe de protestation contre leurs propres avocats, exigé le droit de témoigner. Et les tensions seraient juste vives. Alors que le procès approchait de la conclusion, mais l'atmosphère de la salle d'audience était si volatile que l'un des avocats de la défense, Ronald Hughes, a disparu vers la fin du procès. Et il disparaîtrait pendant une courte pause et a ensuite été retrouvé mort au début de 1960 et 11 dans des circonstances suspectes, peut être victime de représailles de la part des membres restants de la famille, parce qu'il a défié les souhaits de Manson. Mais néanmoins, le procès est passé à la phase du verdict, et le 25 janvier 1971, après un procès qui a duré environ 9 mois, le jury a rendu son verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation pour Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten. Plus précisément, Manson a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et conspiration du meurtre de 7 personnes. Les victimes de la Tate et les LaBianca et les 3 femmes ont également été reconnues coupables de meurtre dans ces affaires. Et c'était l'une des condamnations les plus marquantes de l'histoire des États-Unis. Pourtant, il restait une phase de sanction pour déterminer leur peine. Et ici, plus de drame s'est déroulé pendant la phase de pénalité. La défense a en fait déclenché une histoire de mobile imitateur, dans un ultime effort pour sauver Manson de la peine de mort. Et Atkins, Krenwinkel et Van Houten ont pris la barre contre l'avis de leur avocat et a témoigné que les meurtres n'étaient qu'une idée pour copier le meurtre de Hinman et Bobby gratuit, et le plan aurait été fait par l'amour qui a frappé Linda, celui qui s'est finalement manifesté, et ils ont affirmé que Manson n'avait rien à voir avec le commandé, mais personne n'a vraiment cru cela heureusement, et le procureur a facilement mis en évidence les obscurités. Par exemple, Susan Atkins, je ne pouvais pas expliquer pourquoi elle avait écrit « Cochon politique dans le sang à la maison Hinman ». Pour commencer, s'il s'agissait d'actions de copie distinctes, et la femme est effectivement tombée sur les épées pour Manson, mais c'était trop tard, et pas crédible du tout. Et le jury l'a vu comme pour ce que c'était, ce qui était un dernier effort de 3 de ses adeptes soumis à un lavage de cerveau. Et puis le dernier acte de théâtre, Charles Manson a radicalement modifié son apparence au milieu du procès, et il s'est complètement rasé la tête et a coupé sa barbe en fourchette, dit de style diabolique aux journalistes « Je suis le diable, et le diable a toujours la tête chauve. Ok mon poté. Enfermez-le ». Mais c'était l'un des nombreux visuels surréalistes du procès. Alors Manson brille avec un crâne rasé et un front sculpté. Regardez un jury comme s'il les osait le condamner. Et le 29 mars 1971, ce jury a fait juste ça. Et ils sont revenus avec un verdict de mort pour les 4 accusés. Et le juge Holder a officiellement condamné Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten à mort le 19 avril 1971. Cependant, aucun d'entre eux, comme il s'avère, serait exécuté cause en 1972, la Cour suprême de Californie a aboli temporairement la peine de mort, commué toutes les condamnations à mort existantes en emprisonnements à vie. Ainsi, Manson et les 3 femmes ont échappé à l'exécution et a plutôt fait face à la perspective de décennies derrière les barreaux, et Tex Watson, qui a été jugé séparément en 1960 et 11 après avoir été extradé, a également été reconnu coupable et condamné à mort. Mais sa peine est devenue prison à vie après 1972. Mais l'héritage du procès était énorme. C'était l'un des plus longs et les essais les plus coûteux de l'histoire américaine à ce moment-là,
Et cela a fondamentalement changé la façon dont le public voyait la fin des années 60. Ce n'était plus un âge d'innocence, mais celui qui a engendré des monstres, et cela a également créé des précédents juridiques affirmant qu'une personne pourrait être reconnue coupable de meurtre pour avoir ordonné aux autres de tuer, même s'il n'avait pas personnellement brandi le couteau, et la condamnation pour complot de Manson a été une clé à cet égard. Et Vincent Bugliosi est devenu un procureur célèbre, écrire plus tard un best-seller, Helter Skelter, ce qui a cimenté le motif Helter Skelter dans la tradition populaire. Et comme les condamnés ont été envoyés en prison, on pourrait penser que c'était la fin de la saga de la famille Manson. Non, non, parce qu'à bien des égards, ce n'était que le début de l'étrange vie de cette famille en prison, cellules et antécédents criminels, donc à la suite des condamnations. Le règne de terreur de la famille Manson a officiellement pris fin, mais le sort de ses membres continuerait à se dérouler sur des décennies, faisant souvent la une des journaux, et Charles Manson est redevenu détenu, initialement envoyé dans le couloir de la mort de San Quentin. Il a été transféré dans Gen-Pop, qui est la population carcérale générale, après qu'une peine a été commuée en perpétuité, et il passerait les 46 prochaines années derrière les barreaux, rebondissant entre les installations et émergeant périodiquement à la vue du public, par le biais d'entrevues ou d'audiences de libération conditionnelle. Et Manson s'est parfois avéré être un petit prisonnier gênant. En 1984, un codétenu a mis le feu à Manson pour avoir prétendument lancé des propos racistes, causant des brûlures à une partie importante de son corps, mais quand même, Manson a survécu et a continué à répandre ses idées folles depuis la prison, et il se verrait refuser la libération conditionnelle à chaque audience. Un total de 12 fois et célèbre en 2000, il avait une croix gammée tatouée sur le front. Comme c'est charmant, mais Charles Manson mourrait heureusement le 19 novembre 2017 à l'âge de 83 ans, et ce serait de cause naturelle dans un hôpital californien, et il était toujours détenu et toujours extrêmement notoire. Et avec lui est passée l'une des figures les plus tristement célèbres du XXe siècle, un criminel qui, cite sans citation, occupait une position unique dans l'imaginaire culturel américain. Comme NPR l'a observé et dans les premières années d'incarcération, Atkins est resté fidèle à Manson. Même gravé un X dans son front en prison pour lui correspondre, mais à la fin des années 1970, elle a apparemment changé d'avis. Comme c'est merveilleux de devenir un chrétien né de nouveau et de renoncer à Manson, ce que tu sais, c'est bien au moins. Et elle se marierait 2 fois en prison. Une fois à un ministre autoproclamé et plus tard à un avocat, James Whitehouse. Et Atkins est devenue la plus ancienne détenue de Californie. Et elle se verrait refuser à plusieurs reprises la libération conditionnelle, et elle serait refusée plus d'une douzaine de fois. Et en 2009, en phase terminale, avec un cancer du cerveau et partiellement paralysée, Atkins a fait un plaidoyer de libération compatissant. Mais ce serait nier où ? C'est du karma. Et puis elle mourait en prison en septembre 2009, à l'âge de 61 ans, et Krawinkel a fini par se distancer de Manson, et avait été décrit comme un prisonnier modèle, et elle a obtenu un diplôme derrière les barreaux, et a exprimé des remords. Dire lors d'une audience de libération conditionnelle, citation, sans citation. Je me réveille tous les jours, en sachant que je suis un destructeur de la chose la plus précieuse, la vie, mais quand même. L'odieux de ces crimes avait fait que la commission des libérations conditionnelles ne voulait pas la libérer. Et depuis des décennies, toute mention de la libération conditionnelle pour Kronwinkel a suscité l'indignation du public et le lobbying des familles des victimes
surtout par la famille de Sharon Tate. Et Patricia Krenwinkel reste incarcérée en Californie. Elle est aussi la prisonnière la plus ancienne de l'État, après la mort d'Atkins. Mais l'histoire de Van Houten est quelque peu différente, parce que beaucoup la considèrent comme la plus rachetable du trio, parce qu'elle était la plus jeune, 19, au moment des crimes, et elle n'a pas participé au meurtre de la Tate. Et de toute évidence, s'est réformée en prison. Leslie est devenue une détenue modèle, et a obtenu un baccalauréat et une maîtrise, et a travaillé dans des programmes de réadaptation. Et à partir des années 1990, certaines commissions des libérations conditionnelles l'ont en fait recommandé pour sa libération, citant son comportement exemplaire et ses vrais remords apparents. Cependant, les gouverneurs de Californie ont opposé à plusieurs reprises leur veto à ces recommandations, en partie à cause de la gravité de ses crimes et du sentiment public. Mais finalement, après plus de 20 dénégations, Leslie Van Houten a été libérée sur parole à l'âge de 73 ans, après avoir purgé 53 ans de prison, et sa libération a suscité une certaine controverse, pour dire le moins. Certains ont estimé que c'était une justice attendue depuis longtemps de la part d'une femme réformée, et d'autres ont été consternés qu'un adepte de Manson se soit libéré. Mais Van Houten vit depuis sous surveillance conditionnelle, et elle est juste fragile. Femme âgée dont la jeunesse a été passée sous l'ombre sombre de Manson, et puis il y a Tex. Et après avoir été extradée et condamnée séparément, Tex a d'abord été condamné à mort comme les autres, comme nous le savons, mais quand c'est devenu la prison à vie, il a subi une conversion en prison au christianisme né de nouveau, et est même devenu un ministre ordonné derrière les barreaux. Et Watson a en fait engendré 4 enfants. Visite conjugale dans les années 1980. Comment ce gars est-il autorisé à procréer? C'est quoi ce bordel? Et ces types de visites ont ensuite été interdits aux condamnés à perpétuité, mais malgré les comportements religieux. Tex n'a jamais obtenu de libération conditionnelle, et il a été refusé environ 18 fois. Et il reste dans la prison californienne maintenant dans la soixantaine, et comme mentionné plus tôt en 1975, grincement 2 a tenté d'assassiner le président Gerald Ford à Sacramento, pointant un Colt 45 sur lui à bout portant, mais l'arme n'a pas tiré. Mais il y avait un chargeur chargé, il n'y avait juste pas de tour dans la chambre. Heureusement, elle a été plaquée et arrêtée, et elle a souri en détention, et de serait reconnue coupable de tentative d'assassinat, et condamnée à la prison fédérale à vie, et elle purgerait 34 ans avant d'être libérée en 2009. Et maintenant dans la soixantaine, elle a déménagé dans le nord de l'État de New York et vit tranquillement. Mais elle n'a jamais renoncé à Manson. En fait, elle a répété à plusieurs reprises après sa mort, en 2017, qu'elle l'aimait toujours. Et peut être le seul membre de la famille qui a obtenu une miséricorde inattendue était Clem, parce que Clem a été condamné aux côtés de Manson pour le meurtre du cascadeur de Spone Ranch, Donald Shorty Shea. Il a été tué fin août 1969, mais Clem était souvent décrit comme lent d'esprit et complètement sous l'emprise de Manson, et remarquablement en prison, il a coopéré et a révélé l'emplacement du corps enterré de Chailly aux autorités en 1977, et en partie à cause de cette coopération, et aurait montré de véritables remords. Clem est devenu le seul prisonnier reconnu coupable des meurtres de l'ère Manson, être libéré sur parole, et il serait effectivement libéré en 1985. Et il a gardé un profil bas depuis, et qui travaillerait actuellement comme musicien,
Et puis, il y a Bobby reconnu coupable du meurtre de Hinman. Bobby a passé plus de 50 ans en prison. C'est un musicien et artiste talentueux, et il a composé de la musique et créé des arts visuels derrière les barreaux, et il s'est vu refuser la libération conditionnelle à plusieurs reprises. Bien que ces dernières années, certaines commissions des libérations conditionnelles l'ont recommandé uniquement pour être rejetées par les gouverneurs, et à partir de 2025, Bobby est toujours incarcéré en Californie, et il a maintenant 70 ans, et puis il y a la première adepte de Mary Manson et mère de son enfant. Burner a été impliqué dans le vol de Hinman, le tenant à un moment donné, mais a conclu un accord pour l'immunité, témoigné au début de la procédure Hinman. Cependant, elle a participé plus tard au complot de 1960 et 11 pour détourner un avion, pour exiger la libération de Manson, mais le plan a été déjoué, et aussi d'un vol à main armée dans un magasin de surplus. Donc elle purgerait plusieurs années de prison pour ces... mais sortira à la fin des années 1970, et depuis, Mary Brunner s'est complètement retirée de la vie publique, et elle vivrait sous un nouveau nom dans le Midwest. Et puis, il y a Diane Lake. Elle était le plus jeune membre de la famille à 14 ans, quand elle a rejoint. Lake n'a pas été impliquée dans les meurtres et a finalement témoigné à l'accusation en tant que témoin, et elle a juste continué à mener une vie normale, épouser et élever ses enfants, et a par la suite rédigé un mémoire en 2017 intitulé « Membres de la famille », et le lac est juste devenu un symbole de la façon dont quelqu'un pouvait se remettre d'un culte, endoctrinement, et elle est finalement devenue institutrice, et a ouvertement dénoncé les manipulations de Manson, qui est putain de métal donc. La famille de Charles Manson est effectivement mort en tant que groupe lorsqu'il a été arrêté. Mais ses membres individuels emportaient avec eux des morceaux de ce sombre héritage. À travers les décennies, les meurtres de Manson ne sont pas entrés discrètement dans les entrailles du vrai crime. Ils ont explosé dans la conscience publique et sont restés, et la couverture médiatique a été immédiate et écrasante, et Manson est devenu un symbole culturel référencé dans les titres spéciaux télévisés et documentaires depuis des décennies. Et Helter Skelter, de Vincent Pullio, reste l'un des livres de vrais crimes les plus vendus. Toujours avec des adaptations et un regain d'intérêt. Entretien pendant les anniversaires et les jalons culturels. Comme Tarantino, il était une fois à Hollywood, mais l'affaire a vraiment marqué la fin symbolique de l'idéalisme des années 1960. Un culte tueur issu du mouvement hippie a déclenché la peur du public, et Manson, surnommé l'homme le plus dangereux du monde, est devenu un boogeyman de paix et d'amour. La génération et la culture pop se sont juste penchés dessus avec des chansons et des spectacles, et même le nom de scène de Marilyn Manson faisait écho à cela, et les Beatles ont pris leur distance avec Helter Skelter. C'est le moins qu'on puisse dire alors que Bono a déclaré « Nous le volons ». Mais cette attention a juste provoqué des préoccupations éthiques, causé des familles de victimes. Surtout, Doris et Debra Tate repoussaient contre l'infamie de Manson, plaidaient pour les droits des victimes et la réforme de la libération conditionnelle, et Manson ont également suscité des débats sur le lavage de cerveau et l'influence des sectes. Et dans les années 70, les craintes du contrôle de l'esprit et des gourous dangereux, a stimulé la montée des déprogrammeurs et a changé la façon dont les sectes étaient perçues légalement et psychologiquement. Et les interviews de Manson, une rhétorique bizarre et un personnage aux yeux sauvages ont fasciné le public. Et certaines sous-cultures l'ont mythifié, déclenché des réactions négatives. Les audiences de libération conditionnelle sont devenues des événements médiatiques. La société considère souvent toute libération potentielle comme inacceptable. Mais la culture pop en elle-même à cette époque est devenue plus sombre.
la musique, les films et les attitudes du public reflétaient juste une perte de confiance. Et comme l'a dit un écrivain, il était l'homme qui a tué les années 60. Les meurtres de Manson n'étaient pas seulement un crime, ils étaient une rupture. Le pouvoir de Manson ne venait pas de la domination physique, évidemment parce qu'il était vraiment petit et faible et stupide, mais croyant que ses adeptes n'étaient pas des monstres. Ils ont été transformés par la manipulation. Et l'affaire résonne toujours parce que ces leçons restent urgentes. Le mal peut être séduisant et les utopies peuvent. Le contrôle de masse et l'idéologie peuvent être militarisés, mais la mémoire aussi. Et la famille de Sharon Tate ont transformé la douleur en plaidoyer. Et certains membres de la famille ont trouvé des remords. Et Manson a essayé de déchirer la société, mais en l'étudiant, nous le fortifions. Le danger n'est pas parti. Il a juste évolué. Mais notre compréhension l'est aussi, et en se souvenant des victimes, nous rejetons le mythe en faveur de la vérité. Et l'histoire de Manson nous avertit simplement que la croyance, sans aucun doute, est périlleuse, et que la frontière entre la paix et le chaos est bien plus mince qu'il n'y paraît. Et avec ça, c'est la fin de la vidéo. C'était un gros. Beaucoup de gens l'ont demandé. J'espère que c'était. Je ne veux pas dire bien, mais j'espère que tu en as tiré quelque chose. Si vous avez d'autres cas dans lesquels vous voulez que je plonge profondément, s'il vous plaît, laissez-moi savoir ci-dessous. Je lis toujours les commentaires, et jusqu'à ce que je te revoie. S'il vous plaît, restez en sécurité et je verrai votre beau visage dans la prochaine vidéo. Très bien, au revoir.